bienvenue avec nous sur le Ville de Grasse. Allez, bye. Cette vieille épave du 19e siècle que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui est le seul navire à roue à aube encore visible sur nos côtes méditerranéennes françaises. Elle repose désormais depuis son tragique naufrage en deux parties distinctes dans la Petite Passe, proche de l'îlot du Grand Ribot et de la pointe du Langoustier pour Porquerolles. Elle côtoie également à 100 mètres d'elle à peine une autre épave, le Michel C, qui partagera le même destin funeste près de 50 ans plus tard quand celle-ci la rejoindra dans des conditions de naufrage similaires. Ce site de plongée peut être éventuellement dangereux pour deux raisons. Prenez ainsi vos précautions avant de venir songer à explorer cette épave. La première est une très forte circulation maritime en été dans cette passe. N'oubliez ainsi surtout pas votre parachute et de bien vous signaler en surface. La deuxième est la présence d'un éventuel très fort courant, si la météo est bien entendu favorable dans cette zone, provoquée principalement par le Ligure, nous venant d'Italie, qui se retrouve ici contrarié par l'obstacle naturel que représentent pour lui les îles d'Or. C'est le 16 novembre 1851, entre 3 et 4 heures du matin, sous une forte pluie accompagnée d'un vent établi, que le drame se produisit. Le Ville de Grasse, construit en 1848 au chantier naval de La Ciotat, était un navire à propulsion mixte, voile et vapeur, muni d'une propulsion par roue à aube. Il était très moderne pour cette époque de grands changements de la marine marchande, où le fer remplace le bois des navires et la vapeur remplace la propulsion à voile. Affecté à la ligne régulière de cabotage côtier en provenance de Marseille pour la destination de Nice, ces liaisons maritimes étaient à l'époque le principal moyen de transport des personnes et des marchandises. Cette nuit-là, un autre navire, le Ville de Marseille, appartenant également à la même compagnie, faisait exactement la même route, mais celui-ci en sens inverse, vu que nos deux navires assuraient les liaisons montantes et descendantes sur cette ligne. Ceux-ci naviguaient inconsciemment sur le même cap, et ils étaient masqués l'un de l'autre par la présence de l'île du Grand Ribot, mais surtout par son phare très éblouissant, rendant ainsi impossible la vue de leur feu de position. C'est dans les derniers instants, pour éviter l'île, que nos deux navires changèrent simultanément leurs caps respectifs, se rendant ainsi visibles l'un pour l'autre. Mais leur temps est compté pour s'éviter, vu la distance qui les sépare. Et à près de 500 mètres minutes, vu les distances cumulées effectuées, le choc paraît inévitable. Dans une brutale manœuvre désespérée de changement de cap qui lui sera fatale et alerté uniquement par son officier de quart sur la passerelle, le Ville de Grasse exposera son flanc arrière à un très violent éperonnage de la part du Ville de Marseille. Celui-ci était plus gros et bien plus rapide, mais il était surtout totalement aveugle car son officier de quart n'était pas à son poste. Additionné aux conditions météo et l'heure tardive, l'effet du choc fut dévastateur pour le Ville de Grasse, qui se retrouva sectionné en deux morceaux distincts. La partie avant, non décrite dans ce tuto, sombrera immédiatement. Quant à la partie arrière qui nous intéresse aujourd'hui, elle flottera près de 10 minutes encore, permettant tout juste de secourir une bonne partie de l'équipage, composé d'environ 54 personnes. Une quinzaine de disparus furent signalés ce soir-là. Cette approximation étant essentiellement due à un manque de rigueur de la tenue des registres de bord concernant les passagers entre les différentes escales. Ce site est réservé à des plongeurs autonomes et aguerris. Le lieu ne disposant pas de bouée de signalisation, elle confrontera le plongeur à la profondeur, au courant éventuel et à la remontée en pleine eau, d'où la présence d'un parachute indispensable si votre embarcation n'est pas en mesure de pouvoir mouiller sur zone. Nous vous conseillons ainsi de prévoir une déco pour ce type d'immersion. Restez attentif durant votre descente, la présence de poissons-lunes peut être observée. Ce navire avait une taille d'origine d'une quarantaine de mètres pour une puissance de chaudière de près de 70 chevaux, le propulsant ainsi à une vitesse moyenne de 8 nœuds. Les principaux restes de cette partie arrière sont composés ici d'une chaudière de deux magnifiques roues à aube reliées entre elles par un massif embiellage encore bien visible, véritable pièce de musée maritime. L'épave est posée sur un fond sablo-vaseux de 48 mètres pour sa partie la plus profonde. Attention donc à votre stabilisation. Concernant le type de faune que vous pourrez rencontrer dans cette plongée, on peut remarquer que la structure présente une forte population de murènes, mais également, soyez attentifs à l'intérieur des roues à aube, véritable reposoir pour de gros mérous qui y sommeillent.
Cette épave est principalement connue pour sa cargaison. Elle fit d'ailleurs couler beaucoup d'encre sur plusieurs décennies. Nous ne faisons pas ici référence aux marchandises recensées sur le registre de bord mentionnant des fruits et légumes, denrées alimentaires, soieries et autres denrées coloniales, mais plus précisément à la légende tenace qui attribue à ce navire le transport d'une mystérieuse cargaison ne figurant sur aucun registre, de près de 1750 louis d'or d'une valeur pécuniaire de 35 000 francs or d'époque conditionnés dans des petits sacs de cuir scellés par des cachets de plomb. Ce qui alimenta d'autant plus les rumeurs fut la découverte au début de l'exploration moderne de la plongée de la présence dans les cales de nombreux cachets de douane en plomb, laissant imaginer à ceux utilisés pour les sacs de pièces d'or. Ce qui eut pour conséquence de donner la fièvre de l'or à certains. Il n'est d'ailleurs pas rare de nos jours de toujours observer par-ci par-là de petits trous dans le sable. Preuve que l'espoir d'une belle découverte est toujours de mise en fin de plongée. Ainsi, pour finir, je n'aurai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bonne chance à vous.